On a le plaisir d'être le 13e promoteur France selon le dernier classement de 2019. On est les premiers à Toulouse, les premiers à Bordeaux. On fait de l'habitation principale qui sera commercialisée en résidence principale et en investisseur via la loi Pinel et essentiellement du LMNP en étudiant et co-living. Directeur commercial vente externe, ça veut dire que mon métier, c'est de m'occuper de cabinets en gestion de patrimoine de toute taille, de l'indépendant qui est tout seul, jusqu'au très gros cabinet où on sera sur un format beaucoup plus B2B. Et à ce titre, on a un gros retour d'expérience sur toutes les objections terrain qu'il peut y avoir, d'un schéma très industriel avec une méthode par lead, à un schéma en approche globale sur une méthodologie R1, R2, R3. Et l'objectif de notre petit webinaire d'aujourd'hui, c'est précisément de faire partager cette expérience sur les retours d'objections qu'on peut avoir. Très bien. Alors, pour me présenter, moi, je suis le président de deux structures, d'Optissimo et d'Otari. Optissimo, juste deux mots, réseau de vente classique où j'ai le plaisir de travailler avec Jean-Sébastien. Otari, un peu plus novateur, où on a fait un logiciel pour les vendeurs d'immobilier neuf, j'allais dire en résidence principale, comme en défiscalisation. C'est-à-dire qu'on a voulu un vrai clé en main avec tous les outils et les services dont peuvent avoir besoin les vendeurs d'immobilier neuf. Alors, ça va aller de la délégation de la carte T, l'achat de lead. Dans le logiciel, on va retrouver évidemment tous les promoteurs immobiliers avec possibilité d'optionner, réserver, dénoncer en ligne. Tous les outils dont on peut avoir besoin, comme un comparateur, un diagnostiqueur d'emplacement, un simulateur Pinel. Et on a l'habitude de dire tous les avantages d'un réseau ou d'une plateforme sans les inconvénients. C'est-à-dire que notre marque de fabrique, c'est de reverser 100% de la commission en toute transparence. Donc, en toute transparence, ça veut dire que les mandats qu'on signe avec les promoteurs sont accessibles. Si les ventes passent par notre intermédiaire, la facture qu'on établira sera également accessible. Donc, c'est un vrai clé en main pour les vendeurs d'immobilier neuf. Tout ça avec un abonnement de 149 € par mois sans aucun engagement. Donc, on est vraiment sur un logiciel. Voilà pour la présentation. On va pouvoir démarrer, Jean-Sébastien. Alors, pour démarrer, la première chose à savoir, c'est qui avons-nous en face de nous. Alors, ça nous a valu une grosse discussion avec Jean-C de savoir qu'est-ce qu'on traite. Est-ce qu'on traite quelqu'un qui est neutre, c'est-à-dire qu'on a été voir parce qu'il avait une logique tout simplement avec un objectif. Est-ce que je prépare ma retraite? Est-ce que je veux protéger ma famille? Est-ce que c'est simplement un placement que j'ai envie de faire? Ou est-ce qu'on traite quelqu'un qui est intentionniste? Alors, généralement, quand on dit intentionniste, on a l'habitude dans nos métiers, et c'est ce que je fais sur Optissimo, de traiter du lead. Donc, un lead intentionniste va avoir déjà un besoin exprimé, c'est-à-dire qu'il va vouloir peut-être soit défiscaliser, soit vouloir investir dans l'immobilier, alors l'immobilier de défiscalisation. On a préféré partir sur la première, donc à savoir quelqu'un qui est neutre, quelqu'un qu'on va voir, qui a des objectifs, avec qui on a fait une découverte, mais qui n'est pas forcément focalisé sur l'immobilier de défiscalisation. Et on va voir au travers de ce R2 comment l'emmener au final sur une proposition en loi Pinel. Ce qu'il faut retenir de cette première étape, c'est que globalement, il n'y a pas une méthode, il n'y a pas une personne qui a raison. Celle qui a raison, c'est celle qui signe, comme d'habitude. Le commercial qui a raison, c'est celui qui signe. Il y en a plein et il va falloir s'adapter. Nous, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de vous donner une armoire avec plein de tiroirs, de manière à pouvoir utiliser le tiroir qui pourra vous intéresser. Mais on voit que dès le départ, en fonction de à qui on a affaire, eh bien, il faudra orienter son discours et c'est le propre d'une bonne méthodologie, c'est de savoir adapter son discours à la personne que l'on a en face. Exactement. Alors, on arrive chez notre prospect, on lui a fait le R1 qu'on avait eu le plaisir de vous commenter la dernière fois. La première chose qu'on va faire, c'est la reprise de l'entonnoir. Alors, je sais que Jean-Sébastien n'aime pas ce mot, pourtant moi je trouve que ce n'est pas spécialement un gros mot, l'entonnoir, dans la mesure où en effet, ça va nous permettre de cadrer notre client, mais ça va également surtout le rassurer. On sait d'où on vient, on sait ce qu'on fait aujourd'hui, on sait où on va. Donc, voilà comment ça s'est passé. Voilà ce qui va se passer aujourd'hui.
Et voilà ce qui va se passer lors de nos prochains rendez-vous. Un client est sécurisé quand il a un cadre et on va l'emmener doucement vers la meilleure solution. Donc, on va lui présenter les différentes étapes, mais aujourd'hui, l'entonnoir, c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour pas que votre prospect, alors entre guillemets, s'échappe, mais vraiment qu'il sache où il va. Une fois qu'on a repris cet entonnoir, on lui a fait une petite présentation, une petite reprise de ce qu'on a dit au R1. Alors, cette reprise du R1, elle va se faire de deux manières, avec des éléments factuels et des éléments qui sont liés à son projet. Alors, les éléments factuels, c'est simple, c'est la fiscalité, c'est l'épargne, ses revenus, ses crédits, etc. Dites-vous bien une chose, c'est que votre prospect va être très agréablement surpris que vous ayez retenu tout ce que vous vous êtes dit. C'est-à-dire que pour lui, il ne s'est pas rendu forcément compte de tout ce qu'il vous disait. Et en reprenant tous ces éléments, vous lui montrez que vous l'écoutez, vous lui montrez que vous avez bien tout retenu, donc que vous êtes professionnel, et surtout, vous lui montrez que vous vous intéressez à lui. Et vous le savez, les gens adorent qu'on s'intéresse à eux. Donc, ça, c'est les éléments factuels, c'est très précis. Après, c'est les éléments liés au projet. C'est-à-dire que pendant le R1, vous avez abordé ces différentes problématiques. Alors, évidemment, quand vous rencontrez des gens aujourd'hui et depuis quelques années, et je pense encore pour quelques années, la principale problématique, c'est la retraite. Évidemment, c'est la retraite. Combien est-ce qu'on va toucher à la retraite? Certainement la moitié de ce qu'on devrait. Qu'est-ce qu'on a fait pour bien la préparer? Donc, on va reprendre tous ces éléments-là, les objectifs et les éléments factuels. Alors, Jean-Sébastien m'avait présenté quelque chose qui m'avait beaucoup plu. C'est un petit pense-bête qui nous permet de penser, on va dire, à tout. C'est le price. À partir du moment où on fait cette reprise de la situation et qu'on a bien toutes les lettres du price, on peut dire qu'on n'a rien oublié. Donc, le P, le projet, le R, les revenus, le I, l'investissement, le C, les charges et le E, l'épargne. On est sur du factuel, on est sur les éléments chiffrés, on est également sur les objectifs. Dites-vous bien une chose, s'intéresser à lui, ça veut aussi dire beaucoup de choses. Ça veut dire aussi que si vous avez retenu que le chien Toby allait chez le vétérinaire la semaine dernière, il va être très surpris que vous demandiez des nouvelles du chien Toby et comment c'était chez le vétérinaire, si tout s'est bien passé. On met beaucoup d'affectifs, on montre qu'on s'intéresse à eux et forcément, on marque pas mal de points. Une remarque, on ne se souviendra jamais que le chien Toby a été chez le vétérinaire. C'est impossible de se souvenir de ça quand on a fait 5 rendez-vous dans la semaine. En revanche, si on l'a noté lors de notre R1, on sera capable de le redire. Et donc, la prise de notes, elle est absolument essentielle. L'idée de tout ce qu'on vient de dire sur les 2 derniers slides, c'est de refixer le cadre au client, le cadre de notre intervention et le cadre de ce qu'il a dit. Pendant le R1, on a posé des questions ouvertes, on n'a rien dit, on a pris énormément de notes sur notre client. Sur le R2, ça va être à nous aujourd'hui de reprendre la main et d'expliquer là où on veut aller et exactement ce qu'on veut faire. La prise de notes au départ, elle est essentielle, elle donnera tout. Exactement. Exactement. Autre chose? Non, c'est tout bon. Maintenant qu'on a repris la situation financière, évidemment, on va arriver au pourquoi. Pourquoi épargner? Pourquoi épargner? Parce que c'est un petit peu, il y a des éléments qui peuvent paraître un peu triviaux comme ça. Votre client vous a dit qu'il voulait mettre de l'argent de côté et vous voulez attaquer le billet en tête en considérant que c'est normal. Non, je pense que c'est excessivement important de reprendre le pourquoi il faut épargner. De la même manière qu'un client bordelais vous dirait je veux acheter à Bordeaux. Bordeaux, c'est très bien, pourquoi pas acheter à Bordeaux? Eh bien, lui réexpliquer pourquoi c'est intéressant d'acheter à Bordeaux. Alors, pourquoi il va falloir épargner? Il va falloir épargner parce qu'on travaille aujourd'hui en France sur un système de retraite par répartition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les actifs d'aujourd'hui travaillent et cotisent pour les retraités d'aujourd'hui. Ça veut dire que c'est un système qui va fonctionner dès lors que le taux de natalité est important. Alors, on a le plaisir d'être les champions d'Europe de la natalité en France, mais on a un taux de natalité qui est de l'ordre de 1,9. Un taux de 1,9, ça veut dire qu'on ne se renouvelle même pas.
Donc, ce système-là, il va avoir beaucoup de mal à fonctionner. C'est pour ça qu'on essaie d'y trouver des solutions petit à petit. J'ai fait l'université, la fac d'éco. En fac d'éco, il y a 20 ans, on commençait déjà à parler de ce sujet-là. On avait déjà des modèles. Et en 2003, Fillon a reculé l'âge légal de départ à la retraite. C'est exactement ce qu'a voulu faire le gouvernement précédent avec l'âge pivot à 64 ans. Je pense qu'avec la crise Covid qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est même plus un sujet, vu la dette qu'on est en train de se coller sur le dos. Et forcément, cet âge de départ à la retraite, il va encore reculer. Les revalorisations, elles sont de l'inflation si on a des revenus inférieurs à 2 000 euros, quoi. Donc, c'est des niveaux qui sont très, très faibles. Et les complémentaires de retraite qu'on a inventés sont basés exactement sur les mêmes niveaux. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas s'en sortir sans avoir une épargne privée. Selon le Conseil d'orientation pour les retraites, le niveau de vie des retraités a baissé. Alors attention, il a baissé. Le retraité de 2020, il a probablement une meilleure vie que le retraité des années 60, mais malgré tout, sur les dernières années, le niveau de vie des retraités a baissé. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on décide à compter d'aujourd'hui, notre système de retraite sera déficitaire au minimum jusqu'en 2040. Moi qui le dis, c'est le corps. Bon, conclusion, si vous êtes un salarié, votre retraite sera de 50% de votre dernier revenu d'activité. Si vous êtes une profession libérale, votre niveau de retraite sera de 30% de votre dernier revenu d'activité. C'est très facile à faire. Vous faites une simulation retraite sur Marel, tout le monde y a accès. Donc là où je veux en venir, c'est que la question, elle n'est pas de savoir si on doit épargner ou pas. Si on n'épargne pas, on sera un retraité pauvre. De ceux qui malheureusement manifestent sur les ronds-points, ont manifesté sur les ronds-points l'année dernière. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un moyen d'agir sur ce sujet-là, ça ne dépend que de nous. Donc le sujet n'est pas de savoir si on doit épargner, il est plutôt de savoir sur quoi on va aller épargner. Cette partie-là, c'est vraiment une prise de conscience. Jean-Sébastien a donné, encore une fois, je reprends ton exemple, j'en sais qui est très bon, c'est plein de tiroirs différents. On peut tous les utiliser, on peut en utiliser un ou deux, mais là, l'important, c'est que vraiment, ils prennent conscience que oui, je n'ai pas fait grand-chose pour ma retraite et oui, je risque quand même de me retrouver un peu dans l'embarras quand l'heure de la retraite aura sonné. Donc, c'est de multiples éléments. On n'a pas besoin de tous les utiliser, mais l'important, là, c'est la prise de conscience. Donc, en effet, pourquoi épargner, on l'a vu. Maintenant, on va voir comment. Alors, pourquoi est-ce que notre prospect pourrait s'intéresser à l'immobilier? Alors, c'est ultra simple. C'est ni plus ni moins que de l'offre et de la demande. L'offre et la demande avec un vrai déséquilibre. C'est-à-dire qu'on on n'a jamais entendu autant de débats sur le sujet. Vous prenez toutes les dernières présidentielles. Le sujet, pas central, parce qu'on sait bien que c'est les retraites, mais ils en parlent systématiquement, le déficit de logement en France. À chaque élection présidentielle, comment on peut faire? On n'a pas assez construit. Il manque des logements en France. Et pour les deux, il va en manquer et en accession et en locatif. Donc, les deux sont vraiment problématiques. Tout simplement, pourquoi? Parce que, alors vous allez me dire, moi je suis à Saint-Étienne, on n'a pas une croissance démographique énorme. Je ne suis pas sûr qu'il manque beaucoup de logements dans une ville qui a plutôt tendance à se dépeupler que se repeupler. Mais je vais prendre l'exemple de Toulouse. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, j'en sais. Mais je crois que c'est dans les 15 000 nouveaux habitants chaque année sur Toulouse. Je crois que les rois de la croissance démographique, c'est toujours jamais dans le même ordre, mais je crois que c'est Nantes, Toulouse, Montpellier qui se tirent la bourre chaque année. Le sujet de la démographie sur une agglo comme Toulouse, il est dramatique, mais il est dramatique depuis des années. Je veux dire, ce n'est pas une nouveauté. Les chiffres ne sont pas forcément évidents à trouver parce que est-ce que vous allez chercher Toulouse Métropole, Sicoval, Muretin, il y a 3 communautés de communes. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un flux migratoire net qui oscille entre 12 et 15 000 personnes tous les ans, et ce depuis près de 20 ans. Alors, les gens, ils ne viennent pas par hasard, ils viennent parce qu'il y a de la création d'emplois, il y a entre 3 et 5 000 créations d'emplois tous les ans. Le PLU, lui, il prévoit 5 000 constructions de logements neufs sur les 5 prochaines années par an. Quand on voit ce qui se passe avec le Covid, quand on a vu ce qui se passe avec le report des élections municipales et le gel d'un certain nombre d'octrois de permis de construire, eh bien, on est en train de creuser un déficit qui était déjà là en termes d'offres. Donc là, ce qu'on est en train de vivre dans l'immobilier, ce n'est pas une crise de la demande comme on l'a vécu en 2008, mais bien une crise de l'offre.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'instant où vous achetez dans un marché où l'offre est déficitaire, si la demande est importante et que l'offre est basse, les prix ils vont forcément monter. Donc, pourquoi s'intéresser à l'immobilier? Eh bien, d'abord parce qu'il y a une bonne adéquation de l'offre et de la demande côté investisseur, et ensuite avec un potentiel d'augmentation des prix qui est absolument certain. Bien sûr, il faudra choisir l'emplacement, mais ça sera encore un autre sujet. Exactement. Le besoin d'améliorer l'habitat également. On sait que je peux reprendre ma ville de Saint-Étienne où il y a un vrai besoin, mais on sait que le neuf va respecter tout un tas de normes. On sait que le vert a plutôt le vent en poupe. Donc, sur tous ces bâtiments, en effet, il va y avoir des normes demandées qui vont de plus en plus respecter ces normes environnementales. Donc sur l'économie d'énergie, etc. Donc, un vrai besoin en accession locatif et un besoin en qualité en termes d'économie d'énergie. Alors, on va passer à un autre slide. C'est pourquoi est-ce que l'État fait appel à l'investissement privé? En effet, on a des jolies lois qui sont là et on pourrait se dire, OK, mais pourquoi l'État ne le fait pas tout seul? Alors, pourquoi l'État ne le fait pas tout seul? Tout simplement parce qu'il n'en a pas les moyens. Aujourd'hui, il a mis ses lois en place, tant sur la résidence principale que sur le Pinel, sur l'investissement locatif. Donc, on connaît la loi Pinel avec la réduction d'impôt de 18% sur 9 ans, 12 sur 6, 21 sur 12, et la résidence principale où il y a 2 ans, ils ont doublé le prêt à taux zéro. Donc, le pourquoi, il est simple, tout simplement parce qu'il n'en a pas les moyens. Et ça, on ne dit pas ça comme ça. C'est-à-dire que c'est important que notre prospect en face de nous le comprenne. Ce n'est pas des lois qui sont là pour faire joli, pour incentiver, on ne sait pas vraiment pourquoi. Non, il y a un vrai déficit de logement et ça, c'est prouvé et ils en parlent à toutes les élections. Et l'État, pourquoi il le fait? Parce qu'il n'a pas les moyens de le faire seul, tout simplement. Donc, toujours pareil, on dit les choses, on les explique, mais il y a un vrai sens et il y a une vraie logique à ça. C'est la prise de conscience. Ce qui est important, l'État, il le fait aussi. Alors, il n'a pas les moyens de le faire seul. Et puis, en plus, ça lui permet de donner un deuxième mouvement, c'est l'aide au cadre moyen à se constituer une retraite privée via l'épargne. Deuxième point qui est important à souligner, il y a 3000 salariés à Bercy. Ils ne changent pas les 3000 salariés à chaque changement de majorité. Donc, qu'on soit pour ou contre tel gouvernement, celui-là ou le précédent ou le suivant, ce n'est pas le débat. Ce qui est sûr, c'est qu'on a des statisticiens qui travaillent, qui connaissent leur métier et qui sont là pour faire un produit qui va être un produit rentable. Si le produit n'est pas rentable, que ce soit la loi Pinel ou une autre, que ce soit le prêt à taux zéro ou un autre, eh bien, les consommateurs ne l'achèteront pas. Quand on voit le succès de la loi Pinel sur les 2, 3, 4 dernières années, et on peut se dire qu'a priori, le calcul était bon. Mais ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard parce que ce ne sont que des gens qui font en sorte de bâtir un produit qui est rentable. Et ce qui est important, c'est une introduction à la rentabilité qu'on va aborder un petit peu plus tard, mais c'est une manière de dire que c'est des éléments qui ont été décidés et réfléchis. Exactement. Donc, voilà le pourquoi. J'en sais, après le pourquoi, il y a surtout le comment. Donc, comment aujourd'hui l'immobilier? Le sujet, à ce stade, on a resitué un petit peu le cadre, on a dit ce qu'on allait faire aujourd'hui, on va parler d'une solution, c'est très bien. On a repris les éléments du client qui nous avait dit vouloir mettre 200 € d'argent de côté. Et on vient de voir que faire de l'immobilier, ça pouvait avoir du sens. Bien, à partir de là, c'est comment on va faire de l'immobilier. Et on va le faire dans le cadre d'un investisseur. Dans le cadre de la résidence principale, c'est beaucoup plus facile. Hein. Je choisis un emplacement qui n'est pas trop loin de mon travail. Ça me plaît pas. La couleur des rideaux, c'est joli, c'est pas joli, point barre. Sur la partie investisseur, c'est un petit peu plus fin, mais c'est beaucoup plus facile. Ça doit être des éléments qui vont être des éléments purement factuels, des éléments qui vont être rationnels. Ça va être de ramener l'ensemble de la discussion au fait que le logement doit se louer et au fait que le logement doit se valoriser. Il n'y a pas beaucoup d'autres critères que ça. Et donc, d'aller redéfinir ensemble, avec le client, les éléments qui font que le logement va se louer et que le logement va se valoriser. Soyons clairs, le client, il s'en fiche complètement d'avoir le tramway ou le métro au pied de l'appartement. Il est tant mieux, mais qu'est-ce qui fait que ça se loue? Qu'est-ce qui fait que ça se valorise? En premier point, avant d'aller choisir un quartier, on va aller choisir une ville. Et un de nos outils de travail, ça va être le taux de croissance démographique. Quand on prend l'estimatif INSEE
qu'on a sous les yeux, eh bien, on peut estimer que, enfin, l'INSEE en tout cas estime que sur les 50 prochaines années, les gens vont aller sur les bords de mer, à savoir plutôt sur Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier et Lyon. Dont acte. Montpellier, c'est joli, il y a beaucoup de gens qui arrivent, il y a un flux migratoire positif, c'est certain, il y a la mer, etc. Bon, le revenu moyen, lui, il est plutôt inférieur à la moyenne France. Le prix au mètre carré moyen, lui, est plutôt supérieur. Et le taux de chômage, quand on enlève les emplois saisonniers, les emplois précaires, il va monter autour de 18%. Alors, je ne dis pas que c'est pas bien, il y a des choses qui se font, qui sont très, très bien à Montpellier, et puis ça se vend. Donc, si ça se vend, c'est que ça a du sens. Mais en tout cas, nous, en tant qu'opérateur privé, on aura choisi de ne pas aller à Montpellier. Si je prends l'agglomération toulousaine, 18 000 arrivées par an pour 6 000 départs, on prévoit de construire 5 000 logements neufs, je suis en déficit. Ok, il y a un intérêt pour moi à aller m'intéresser à cette zone-là. Si je prends le bassin bordelais, quand on voit le résultat de la politique menée par Juppé sur les 10-15 dernières années, avec l'arrivée du TGV, avec la création du tramway, avec la rénovation de l'intégralité des quais, l'inscription de la ville à l'UNESCO, j'en passe et des meilleurs, on voit bien que ça a été un fort succès. La ville en soi a été un fort succès. Et oui, pour nous, investir à Bordeaux, ça peut avoir du sens. Bon, très bien. Prenons donc l'agglomération bordelaise et regardons la manière dont elle se constitue, cette agglomération bordelaise. Bordeaux, c'est un tout petit haricot, ce n'est pas une ville très grande. Bordeaux, ça fait une quarantaine de kilomètres carrés. Par opposition, Paris en fait 105, Toulouse en fait 118. Et puis, vous avez la rocade qui est là. Donc, conclusion, toutes les petites communes qui sont autour, eh bien, ce sont des quartiers de Bordeaux. On serait à Lyon, on appellerait ça un arrondissement. Les Mérignac, les Bruges, les Lormont, les Senon. Et ce qui est important, quand on aura choisi le comment l'immobilier, c'est quelle est la typologie d'emplacement, mais surtout pourquoi cet emplacement. Si j'ai des Bordelais dans la salle, je pense qu'ils ne me contrediront pas si je dis que la rive gauche, c'est là où il faut aller et que la rive droite, c'est là où il ne faut pas aller. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi et d'où ça vient. Alors, je pourrais tenir 20 minutes rien que sur cette slide, donc je vais essayer de le faire en raccourci, mais sur le principe, à l'origine, à gauche, c'est plat, c'est proche de l'océan, on peut commercer. Donc, on va se développer sur la partie gauche. À droite, c'est vallonné, pas évident à construire, et de toute façon, on a dit qu'on se mettait à gauche. Donc, il n'y aura personne. Les ponts qui permettent d'aller de l'autre côté, c'est-à-dire que de toute façon, si on ne peut pas y accéder, ben forcément, ça ne marchera pas. Et donc, c'est là où on va se rendre compte que le sujet, c'est qu'à droite, ce n'est pas que ce n'est pas bien, c'est que ça n'existe pas, ça n'est même pas Bordeaux. Le pont de Pierre qui est au milieu, c'est Napoléon qui le commandera. Et puis après, plus rien jusqu'au pont d'Aquitaine dans les années 70 qui se passera à 3 voies en 2005. Le pont François Mitterrand inauguré en 93. Le pont Chabandelmas qui est au nord, au sud du pont d'Aquitaine en 2015, le pont de Florac est toujours en construction. Bref, on a construit 80% des ponts qui permettent d'aller de l'autre côté en 30 ou 40 ans. 80% pardon, des ponts en 30 ou 40 ans. Ça vient de là l'histoire. J'ai pour souvenir d'avoir commercialisé des T2 à Bordeaux-Bastide, donc au tout début de la rive droite, à quelque chose comme 160 000 € il y a environ 5-6 ans. Je vous garantis que c'était, on ne les vendait pas comme ça, hein, les T2. Aujourd'hui, le même T2, alors à la concurrence malheureusement, parce que moi je n'en ai pas, j'adorerais, le même T2 aujourd'hui va se négocier 220, 230 000, je parle sous le contrôle de… Ouais, c'est ça. Ce que dit Jean-Sébastien, c'est important. Il n'est pas en train de nous faire un cours sur Bordeaux, en fait. Hein. Ce qu'il est en train de faire, c'est de dire, OK, où est-ce qu'on investit? Comment on le fait? Ben, là, encore une fois, je reviens toujours sur le même point parce qu'il faut savoir rester simple, c'est de l'offre et de la demande. On va aller sur une ville qui se développe, qui a une grosse évolution démographique parce qu'à partir de là, on n'aura pas de souci. Et après, ce qu'il vient de faire sur Bordeaux, c'est super intéressant parce qu'encore une fois, il y a plein de tiroirs. Il n'en faut peut-être pas 15. Rentrer dans le détail des ponts, c'est super. C'est le petit détail qui va bien, qui peut faire mouche, etc. Mais toujours, quand on choisit une ville, c'est de dire, voilà, je vais me prendre mes 2, 3, 4 arguments majeurs et voilà, j'arrive à convaincre. De toute façon, le factuel, c'était quoi? C'était qu'on avait 15 000 nouveaux habitants par an. Et derrière, on a plein de petits tiroirs qui vont nous permettre d'illustrer, de commenter et d'emmener là où on veut emmener notre client. Donc, c'était super intéressant. Mais remettez-vous, quand vous vous écoutez, dans le contexte de on a notre client en face de nous et pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça? Alors, si je prends, pour continuer la démonstration, si je prends la commune de Lormont qui est en haut à droite, qui est ici, ce n'est pas, le meilleur quartier de Bordeaux, certainement pas. Ceci dit, si on regarde un petit peu de manière objective, Lormont, c'est un quartier qui est intra-rocade.
Ça s'appellera le Rocade à Bordeaux, pas le périph. C'est un quartier qui est intra-rocade, qui est à quelques minutes, entre 10 et 15 minutes du bassin industriel portuaire de Bassins ou de la zone d'activité de Bordeaux-Lac, sachant que sur le côté est de Bordeaux, en bordure de rocade, on a tout un tas d'emplois avec des grosses boîtes du type Air Liquide. Or, les déplacements, les migrations pendulaires dans la ville de Bordeaux, c'est un vrai gros sujet. Il suffit de prendre la rocade le matin pour se rendre compte que ça circule énormément et la proximité au bassin d'emploi est un sujet qui est très, très, très important. Lormont en soi, c'est 59% de création d'entreprises sur les 10 dernières années et la population a elle-même évolué. Dernier point, le tram, la ligne A qui permet de redescendre jusque dans le centre-ville, monte jusqu'à Lormont. Qu'est-ce qui va nous intéresser? Donc, sur le côté, ça se loue, je pense qu'il n'y a pas trop de sujets. Sur le côté de la valorisation, eh bien, c'est notre métier, la gestion de patrimoine. On est là pour anticiper, gérer, c'est prévoir, c'est ça qu'on fait. Eh bien, on va acheter ici un T3 pour le prix d'un T2 à Bastide, 4 km plus bas. Voilà la réalité. Donc, en termes de potentiel de valorisation, c'est certain qu'on l'a, puisque les prix montent toujours en étoile. Et je vous rappelle que l'augmentation des prix qu'on a eu 4 km plus bas sur Bastide. Donc, bon, considérons, si vous le voulez bien, que Lormont est une zone sur laquelle on peut s'intéresser. On va partir de là, notre client va aller regarder forcément ce qui se passe sur le Bon Coin. Et sur le Bon Coin, c'est pour ça que j'aime bien prendre en conférence cette ville de Lormont, parce qu'elle est très, très disparate en termes de prix. Le premier prix que vous allez trouver, c'est un T3 à 150 000 euros. Il est là, il existe, c'est certain. Je ne pense pas qu'il faille le nier. Et puis, à côté de ça, vous allez trouver d'autres anciens, comme celui qui est sur votre droite, à 215 000 euros le T3. Alors, quelle est la différence entre les deux? Eh bien, il y en a un qui est plutôt un ancien neuf, ça se voit, il est moderne, il n'y a pas grand-chose à faire. Et puis, sur celui qui est à gauche, il suffit de regarder le sol, de faire un zoom, d'aller regarder le convecteur, c'est plutôt un grille-pain. On est plutôt sur un immeuble qui est ancien, qui va nécessiter une rénovation. On sera de l'ordre de 1 000 euros du mètre carré. Une rénovation très légère, c'est 500 euros du mètre carré. Une rénovation un peu plus approfondie, on va toucher un peu d'élec et on va toucher, voilà, ça sera autour de 1 000 euros. Une rénovation haut de gamme autour de 1 500 euros le mètre carré. Si on applique 1 000 euros du mètre carré sur l'appartement de gauche, comme par hasard, on va se retrouver pile poil à 215 000 euros, qui est le prix de l'appartement de droite. Donc, il va falloir comparer, encore une fois, avec notre T3 qui serait autour de 230 000 euros aujourd'hui dans le neuf. Et il va falloir comparer des choux et pas des choux et des carottes. Donc, des choses qui sont comparables. Si je veux comparer avec un prix qui sera 215 000 euros, eh bien cet appartement de 215 000 euros, j'ai une espérance de mise en location de 750 euros. L'appartement de gauche et de droite ne sont évidemment pas les mêmes, mais c'est pour avoir des rapports et de pouvoir essayer de faire des simulations. La première erreur à ne pas faire, ça serait de dire, OK, génial, 750 euros x 12, que divise le prix de l'appart. Attention, les annonces, elles sont faites avec les charges comprises. Et puis, ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe parce qu'on va faire un crédit. Donc, ce qu'il va falloir regarder, c'est l'ensemble des entrées et l'ensemble des sorties, les plus et les moins. L'appartement, je l'ai acheté 215 000 euros. Il m'a coûté 18 000 euros de frais de notaire. J'ai une rentabilité brute autour de 4,20 à 750 euros. Là aussi, le client qui attend du 5 ou du 6%, il ne faut pas se leurrer, ça existe. Ça existe, ça s'appelle de l'immobilier de rapport. Mais est-ce que le client veut aller sur cette zone-là? L'immobilier de rapport, c'est acheter dans une ville où le prix de l'appartement est mesuré, est faible, et le loyer, lui, n'est pas si faible que ça. En revanche, l'appartement, vous le revendrez difficilement. Si vous le revendez, vous ne le revendrez pas forcément à son prix. Ce serait le cas de villes comme Saint-Étienne, comme Albi, Montauban, ou ce serait le cas de cités comme le Mirail à Toulouse, par exemple. Il faudrait alors intégrer un budget de rénovation régulière de l'appartement. Mais oui, ça existe. Attention de comparer encore une fois ce qui est comparable. On va payer une mensualité de crédit, on va payer une assurance de crédit. Et ça aussi, il faut en parler quand on est en rendez-vous. L'assurance de crédit, ce n'est pas qu'une charge. Ça veut dire quoi acheter de l'immobilier, qu'il soit neuf ou ancien? Ça veut dire simplement que demain, on traverse la rue, on a un accident grave, on laisse un bien net de charge à ses ayants droit. Et ça, c'est une vraie force. Et évidemment des travaux, parce que les travaux, on peut le tourner comme on veut, mais les 10 000 euros à 10 ans, on peut être à peu près certain qu'on les recalera. Ça fait 40 euros à peu près. Donc, ça veut dire que cet appartement, quand on aura rajouté enfin la fiscalité, c'est-à-dire la CSG et l'impôt sur le revenu, alors on a pris le cas d'un client qui aurait un impôt sur une tranche marginale d'imposition à 30%, puisque ça correspond globalement à nos clients.
On a des entrées, on a des sorties. Et finalement, mon effort d'épargne il est de 445 € hors fiscalité. Il sera de 508 € quand j'ajoute la CSG ou l'IR. Ces éléments-là sont purement factuels. Je n'y mets aucun jugement de valeur. À ce stade, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Je ne dis pas que c'est cher ou que c'est pas cher. Je dis juste que acheter un T3 dans l'ancien à Lormont, ça vous coûtera, si vous avez une tranche marginale d'imposition à 30, ça vous coûtera 508 € quand vous aurez tout intégré. Là, quelque part, ce que fait Jean-Sébastien, il anticipe. C'est-à-dire que vous pouvez, cette partie-là, où on regarde ce que ça donne sur l'ancien et on regarde ce que ça donne sur le neuf, c'est super intéressant. On n'est pas forcément obligé de le caler à ce moment-là dans notre présentation R2, mais on sait que c'est quand même une objection qui peut arriver. Donc, c'est quelque part la manière de montrer que oui, on sait tous, je pense, sur ce webinaire, on a tous eu un client un jour qui a été sur le bon coin et qui a regardé. Alors, ce que disait Jean, c'est vrai, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, il y a que des méthodes qui marchent. Mais ça, c'est une manière de l'anticiper et de montrer que, bah oui, l'ancien, c'est bien, hein, le neuf aussi, et qu'il n'y a pas des écarts si importants que ça. Donc maintenant, on a montré le neuf, on a montré l'ancien. On va parler évidemment de la loi Pinel. Alors la loi Pinel, on le sait, on ne va pas le reprendre, 18% du prix du bien, 2 appartements dans la limite de 300 000 €. On va parler des plafonds de ressources, l'obligation de louer avec un plafond de loyer, les normes environnementales. Il y a différentes façons de le présenter. Reprenons les 2 appartements dans la limite de 300 000 €. On se dit, bon, on a quelqu'un en face de nous qui paye 5 ou 6 000 € d'impôts, pourquoi je lui en parlerai? En fait, on va lui mettre des barrières, c'est-à-dire qu'on va dire, ce type de loi existe, on a expliqué juste avant pourquoi elles existaient et l'intérêt du gouvernement à ça, mais c'est important également de montrer de l'autre côté, en disant, bah ouais, mais l'État nous donne ça, mais ce n'est pas sans rien. C'est-à-dire que c'est, entre guillemets, tellement intéressant qu'on le limite. C'est-à-dire que ce n'est pas plus de 2 appartements, ce n'est pas plus de 300 000 €. On aurait pu rajouter dans le slide, mais qu'on ne peut pas défiscaliser plus de 10 000 €, sauf sur certaines lois. Mais globalement, sur le Pinel et haute déduction fiscale, on est max à 10 000 €. Donc, ça veut dire que oui, c'est bien. Oui, l'État en a besoin. Par contre, attention, messieurs, dames, c'est limité. Ce n'est pas à volonté. Pourquoi c'est limité? Parce que tout simplement, le stock de production que peuvent faire les promoteurs en France, il est fini. C'est un stock qui, par définition, est fini par l'opposition à de l'infini. Donc, on ne peut pas en avoir autant qu'on veut. Et n'oublions pas que si le premier objectif de l'État, c'est précisément de créer du logement pour que des gens puissent se loger en location ou en accession, c'est aussi d'aider toute une frange de la population à faire de l'investissement pour se créer une retraite par semi-capitalisation. On n'en est pas encore à la capitalisation américaine, hein, mais l'épargne privée, c'est quelque chose qui est important. Et là, clairement, avec cet argument-là, on est en train de le montrer, de le faire réellement toucher du doigt. Mais de la même manière, ce n'est pas neutre l'engagement de location sur 9 ans. Mais est-ce que c'est réellement un inconvénient? On est en train de dire, on vous donne 18% du prix d'achat, du prix de revient, plus exactement. C'est quelque chose qui est considérable. On ne va pas vous le faire gratos. C'est quoi la contrepartie? C'est de le louer. Mais pourquoi on vous impose de le louer pendant 9 ans? C'est parce qu'il y a des besoins. Parce que s'il n'y avait pas de besoin, on ne vous imposerait pas de louer le logement pendant 9 ans. Si on vous plafonne le nombre d'acquisitions, c'est parce qu'il n'y en a pas assez. Et que si vous êtes en train de vous gratter la tête à savoir si c'est rentable de le faire ou de ne pas le faire, je vous garantis que celui qui a les moyens d'en faire beaucoup, lui, il en achèterait 10 dans l'année s'il pouvait. Exactement. En fait, c'est quelque part transformer ces inconvénients-là en avantages en disant c'est limité, c'est normal que ça soit limité parce que c'est très intéressant. Et on va voir juste après que, bon, évidemment, quand on dit plafond de ressources, tout de suite, on peut avoir du recul. Pareil, je pense que c'est arrivé à tout le monde. Ah ouais, mais plafond de ressources, ouais, on fait du social. Pas vraiment, pas vraiment. Donc ça, cet argument, pareil, il faut le transformer en force. C'est peut-être un inconvénient. On va dire oui, c'est des lois. Moi, ce que j'aime bien dire en rendez-vous, c'est vraiment avec des gros guillemets social. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va reprendre quelques chiffres. On va essayer d'être factuel. 76% des salariés français ont un salaire inférieur ou égal à 2 500 €, 50% à 1 780. Donc, c'est-à-dire qu'un appartement
en loi Pinel, on va à peu près avoir 80% de la population qui peut y prétendre et qui peut le louer. Est-ce qu'on peut appeler ça social, monsieur le prospect? Non. C'est pour ça que, oui, en effet, on a des plafonds, c'est vrai, mais par contre, si 80% des Français peuvent y prétendre, je vous pose la question. Est-ce qu'on fait ce type de résidence avec de belles prestations, avec des beaux emplacements pour faire du vrai social? Pour moi, ce n'est pas du vrai social. Donc, encore une fois, on a transformé cet argument en disant oui, il y a des limites, oui, on a ce plafond, par contre, non, ce n'est pas du social. Et en fait, on le montre, on le prouve. Donc, on traite quelque part toutes ces obligations-là. Pareil pour le plafond de loyer. J'en sais, je te laisse commander. Le plafond de loyer, c'est exactement le même sujet. En fait, ah ouais, mais mon loyer n'est pas libre, du coup, ça ne sera pas rentable. Oula, attention, c'est pas ça que ça veut dire, hein. Le loyer, il sera zéro. Tant qu'on nous le subventionne, on s'en fiche. Et j'ai même envie de dire, plus le loyer est bas, tant qu'on le subventionne, mieux c'est, ça sera mieux loué. Alors, quelles vont être les composantes en fait de ce plafonnement de loyer? Là, on va sortir un peu de la méthode. C'est plus par curiosité intellectuelle, parce que je ne suis pas persuadé qu'il faille y aller aussi loin avec le client, mais quand même, c'est intéressant. Deux composantes. La première, c'est un prix au mètre carré, 10,44 € pour la zone B1, par exemple, que multiplie un ratio. C'est ce ratio, c'est avec ce ratio, on va prendre un peu de temps. 0,7 plus 19 sur S. On comprend assez aisément qu'il faut que ce ratio soit supérieur à 1, voire le plus grand possible, de manière à avoir un plafonnement qui soit le plus élevé possible. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le loyer le plus haut possible. Et pour que le loyer le plus haut soit le plus haut possible, il faut que S soit le plus petit possible. La limite quand S tend vers 0 de paramètres sur variable, c'est l'infini. Donc, il faut que S soit le plus petit possible. Donc, on est incité, nous, promoteurs, à faire des appartements de 5 mètres carrés. Et pour éviter de faire des appartements de 5 mètres carrés, le gouvernement a plafonné ce ratio à 1,20. Dès lors, on comprend que notre optimum pour la loi, il est pour un ratio qui sera compris entre 1 et 1,20. Un ratio qui est 1,20, c'est une surface de 38 mètres carrés. Un ratio qui est à 1, c'est une surface de 63 mètres carrés. Donc, l'optimum sera atteint entre un T2 de 38 mètres carrés et un T3 de 63 mètres carrés. Paramètres plus paramètres sur variable bornés entre deux zones, en stats, ça s'appelle une loi normale. Et on comprend pourquoi, à la création de la loi Pinel, à la genèse de la loi Pinel, on a orienté les calculs pour que la production soit orientée sur des T3 et des T2. Et si je pose la question à chacun d'entre vous, est-ce que 70% de votre production sur les 5 dernières années a été composée de T2 et de T3? Et beaucoup me répondront oui, c'est normal. Ça a été choisi, ça a été fait en l'état. Alors, on arrive sur quelque chose qui est un petit peu différent en ce moment, mais c'est plus un choix d'ordre politique. C'est-à-dire que les mairies, voyant les élections arriver, ont demandé 3 ans avant les élections de réorienter les PC sur plutôt du T3 et notre offre de T2 globalement sur le marché est quelque peu limitée. On est autour de 25% du marché. Denis, je parle sous ton contrôle, de 25% du marché sur le T2, qui est très faible. Ouais, Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le Pinel, on va essayer de s'orienter aujourd'hui sur quelque chose qui sera plus rentable pour le client, à savoir plutôt le T3. Sinon, on se battra contre des moulins à vent. Et après, sinon, on a d'autres outils qu'on peut aller chercher. Donc voilà, un petit focus juste pour comprendre qu'il y a juste zéro hasard. La loi Pinel, elle est rentable parce qu'il y a des gens qui ont décidé qu'elle serait rentable. Et la loi Pinel, on fait des T2 et des T3 parce qu'on nous a orienté à faire des T2 et des T3. Et si demain, il faut faire des villas T4, eh bien, on fera des villas T4. Sauf qu'on nous a interdit de faire des villas T4 à partir du 1er janvier 2021. Donc finalement, vous verrez que c'est quelque chose qui va juste complètement disparaître. Alors, on va continuer notre comparatif et on va prendre un exemple très concret d'appartement dans le neuf, un T3 à Lormont, par opposition à celui de tout à l'heure, qui va coûter 231 000 € et pour lequel on va rajouter 6 300 € de frais de notaire. Comme tout à l'heure, on rajoute le loyer et là, on se rend compte que, 1, mon appart il est plus cher et 2, mon loyer est plus faible. Les deux ensemble, pourquoi faire de la loi Pinel? Vous êtes un voleur, monsieur Colomb. Sortez de chez moi. Eh bien, on va rajouter des charges, une assurance, donc un crédit. On va penser à insérer un différé de paiement. On ne va pas tricher, il y a bien un différé total, le temps que le logement soit livré. Du coup, l'amortissement se fera sur 24 ans au lieu de 25 ans dans la simulation précédente. On va payer une assurance de crédit, une taxe foncière, des charges et une gestion.
Mais on n'aura pas de travaux, mon appart est neuf. Et surtout, on aura un avantage fiscal. Alors, oui, l'avantage fiscal, c'est la carotte, on ne fait pas un bien immobilier. Oui, mais si, parce que l'avantage fiscal, c'est clairement une partie intégrante, complète de la rentabilité de cette opération. Et comme tout à l'heure, on prend les entrées et les sorties, et l'effort d'épargne brut est de 140 euros, mais attention, les taux sont très bas, on va être en bénéfice foncier assez rapidement, et donc on va forcément payer de la CSG et de l'IR. Dès lors, l'effort d'épargne, fiscalité incluse, est de 216 euros. Ces 216 euros, à ce stade, je n'ai rien dit, mais il va falloir les comparer aux 508 euros de l'appartement de tout à l'heure. Donc, pour faire un petit focus, à ce stade, on a dit qu'il fallait mettre de l'argent de côté. On a dit que faire de l'immobilier, ce n'était pas bête. On a choisi une région, on a choisi une commune ensemble. Sur cette commune, on a regardé ce que pouvait nécessiter comme effort d'épargne l'ancien et on a regardé ce que nécessitait comme effort d'épargne le neuf. Et on a démontré que là où la valeur faciale du bien était supérieure, et pas qu'un peu, eh bien, in fine, ça coûtait, en réalité, ça coûtait moins cher. Exactement. On en arrive du coup à faire ta transition, tu vois. À ce stade, on n'a pas encore parlé de rentabilité. Eh bien, c'est ça qu'il faut faire, c'est qu'on parle de rentabilité. Exactement, exactement. La rentabilité, donc on vient de faire notre comparatif ancien-neuf. Ce fameux petit camembert, pour ceux qui en vendent, qui connaissent bien, que ce soit sur Top Invest ou sur d'autres simulateurs, qui paye quoi? C'est-à-dire que là, on va arriver un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où on se dit, OK, le neuf, c'est pas si mal. Donc maintenant, non pas par rapport à l'ancien, on va commencer à se placer en disant que nos 300 ou nos 200 euros, on les place sur une loi Pinel. Qui va être nos concurrents? Alors, des produits financiers, de la bourse, du placement d'assurance vie, on va en parler juste après. Mais on va commencer à se positionner comme ça, en se disant, ben, OK, sur un placement financier, vous allez abonder tout seul, hein. Là, en fait, on est trois à abonder. C'est-à-dire qu'on va faire un placement où on se dit, ben, moi, j'en mets une partie, le locataire en met une partie et l'État en met une partie. Et on s'aperçoit d'une chose. Alors, en effet, là, on est à 17%. On peut varier entre 15 et 20, 22% en fonction de la rentabilité du bien. Mais globalement, ça fait quand même plutôt envie de se dire que déjà, c'est le locataire qui va financer le plus, que la part de l'État, alors j'en sais, a tout à fait raison de dire c'est la cerise sur le gâteau. Oui, enfin, la cerise, elle est plutôt sympa, cette cerise, quoi, à 31%. Et la part investisseur à 17%. Donc, clairement, on est trois à financer et ce n'est pas forcément moi qui met le plus. Et c'est ça qui va envoyer, en fait, on va le démontrer après, mais c'est ça qui va faire que l'opération est rentable. C'est qu'en fait, exactement. Donc ça, on pourrait nous dire, ça c'est sur 9 ans, c'est si tout se passe bien. C'est si tout se passe bien. Donc, la rentabilité va dépendre de quoi? Elle va dépendre, alors le fonctionnement, on n'a jamais vu un loyer forcément baisser sur une période de 9 ans. La réduction d'impôt, c'est légal. Qu'est-ce qui peut changer là-dedans? L'évolution du prix de l'immobilier. À quel prix on va revendre notre bien? Alors, on peut mettre 0% de revalorisation, 1%. Encore une fois, ce qui est sympa, c'est de revenir sur du factuel. Ce qui est factuel, on revient sur notre exemple bordelais. On voit que sur 10 ans, on a pris 43%. Là, on est sur prix ancien et neuf, les deux cumulés. Mais globalement, on voit que c'est plutôt sympathique et plutôt positif. 25% sur 5 ans, 43% sur les 10 dernières années. Alors, oui, on peut toujours dire « ouais, non, mais là, c'est trop. Là, ça va s'arrêter. » Je fais juste une toute petite aparté sur le sujet. Pour les Lyonnais, moi, quand j'étais dans le métier, je me disais, je voyais Confluence arriver. Je voyais les prix de Confluence. Je me dis, mais c'est délirant. J'en ai jamais vendu, alors encore moins acheté, mais j'en ai jamais vendu. Et comme quoi je me trompais bien et comme quoi les prix de Confluence, quand on voit les prix de Confluence aujourd'hui par rapport à ce qu'on vendait à l'époque, donc on ne le sait pas, on n'est pas Madame Soleil, mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est garder du factuel, donner des vrais chiffres et se dire que voilà, sur 5 ans, c'est 25%, sur 10 ans, c'est 43%.
et c'est plutôt encourageant. Donc après, on va le voir avec Jean-Sébastien qui nous l'expliquera. C'est qu'est-ce qu'on met du coup dans notre simulation? Est-ce qu'on met du 0 de revalo, du 1 de revalo? On en parlera tout à l'heure. Je reviens sur nos principaux concurrents. Donc, nos principaux concurrents, on refait le schéma. On a parlé de l'ancien, on a parlé du neuf. On n'a pas spécialement critiqué, on a été factuel, on a donné les chiffres. Alors, c'est vrai que nos principaux concurrents aujourd'hui, ça va être qui? Ça va être les placements, ça va être la SCPI, ça va être l'assurance vie, surtout l'assurance vie, le livret A qui a battu des records historiques durant la période Covid. Bon, après, la bourse, on se prend quand même des gros risques, surtout ces temps-ci. J'en ai fait les frais il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça. Et le rendement aujourd'hui d'un fonds euro, voilà, il n'y a pas vraiment de sujet. Donc derrière, on va regarder la rentabilité d'une loi Pinel et on va essayer, avec un mot que vous connaissez peut-être, Jean-Sébastien va nous en parler, de ce fameux TRI, taux de rendement interne, qui va ni plus ni moins nous permettre de comparer une rentabilité d'un investissement Pinel à une rentabilité d'un produit financier. Le TRI, c'est un mot très vulgaire, très très moche, très très dur pour juste dire à quel taux j'ai placé mon argent. Taux de rendement interne, on a oublié de… Mon taux de rendement interne. Donc, j'ai fait quoi? J'ai acheté un logement. En tout cas, on a démontré tout à l'heure que mon T3 en loi Pinel nécessitait une épargne de 216 euros pendant 10 ans. C'est-à-dire qu'on allait épargner 25 900 euros. Eh bien, on va aller regarder mes 200 euros, ce qui se passe si je les place sur un livret A et si je les place sur une assurance vie. Si je place mes 216 euros sur un livret A en considérant qu'on a le droit d'aller au-dessus du plafond des 22 950 euros, eh bien, j'aurai 26 573 euros dans 10 ans quand j'aurai à peine un petit peu plus sur l'assurance vie. J'aurai donc gagné un petit peu d'argent et c'est tant mieux, c'est bon père de famille. Bon, sur ma loi Pinel, eh bien, je vais avoir plusieurs composantes. La première, c'est la revalorisation de l'immobilier. Peu importe le chiffre que vous choisirez, le 0, le 1, le moins 1, pourquoi pas moins 5 tant qu'on y est, ou le plus 5 tant qu'on y est, il va falloir être en mesure d'expliquer, justifier ce chiffre de valorisation parce que c'est vraiment une part très très importante du calcul du taux interne de rendement. Vous savez que l'inflation, elle est censée être à 2%, elle est contrôlée par la Banque centrale européenne. Vous savez que les prix dans l'immobilier ont pris 5 et 6% sur les 5 dernières années. Vous avez votre courbe d'augmentation des prix. Et vous posez la question, et je vous en prie, posez la question à votre client, parce que votre client, il vous répondra, en 80% des cas, ouais, l'immobilier, il augmente quoi? De 3, qu'est-ce que tu en penses, chérie? De 3 à 4% par an. C'est important de le faire matérialiser, que le client le dise, parce que peu importe le chiffre que vous choisissez, 0 ou 1, vous allez lui dire, moi, je prends les parapluies et je divise par 3 ou 4 parce que je suis en conseil et que je suis là pour vous faire un placement en bon père de famille et que je suis sur un placement sécurisé. C'est pour ça qu'on parlait d'assurance vie en fonds euros tout à l'heure, pour comparer des choux et des choux. On ne va pas aller comparer une loi Pinel avec un investissement sur des fonds spéculatifs, sur de la dette pakistanaise, où on va attendre une grande volatilité, mais forcément un rendement qui sera supérieur. Juste un petit point sur ce sujet. On est tous pareils, on a envie, souvent, on se met en avant en disant, nous, c'est la sécurité. C'est la sécurité. On a presque que ce mot-là à la bouche en disant, on va mettre 0% de revalo. Alors, très honnêtement, c'est ce que je fais, moi aussi. Mais en fait, il y a une manière de le présenter. Il y a une manière, c'est-à-dire, on met 0%, oui, on est sécuritaire. Mais il ne faut pas oublier, non pas de faire rêver son client, mais de lui montrer la réalité des choses. Quand on a regardé que les prix de l'immobilier à Bordeaux avaient pris 25% ou sur les 5 dernières années, c'est important de lui le dire. Et puis, c'est important de lui dire, écoutez, moi, j'ai mis 0, mais exactement ce qu'a dit Jean-C. Pour vous, ça se revalorise à peu près de combien? C'est de lui dire, voilà ce que ça va vous rapporter si on revend au même prix. Pour être honnête, dans ma simulation à titre perso, je mets 0 en perdant les frais de notaire et les frais d'hypothèque. Je pense qu'on est beaucoup à faire ça. Donc, on est trop sécuritaire. Alors, non, on n'est pas trop sécuritaire. Je pense que c'est ce qu'il faut faire sur le papier. Il y a une façon de l'expliquer. On n'est pas sécuritaire parce qu'on a peur. On est sécuritaire, mais il faut le dire. C'est-à-dire, voilà, en étant réaliste, pour vous,
qu'est-ce qui se passe si on prend 1%, 2%, 3% par an, comme vous avez l'air de le penser? Ben ouais, vous faites une super opération. Mais on va s'apercevoir d'une chose, c'est que sans revalorisation, ça sera quand même une très belle opération. Mais on est soit dans la peur, soit dans l'envie. C'est-à-dire que la personne peut se dire « Ah ouais, mais si je fais une plus-value, ça peut être super. » Ou alors dans la peur, « Ah ouais, il a mis 0% parce que ça craint le marché. » Au final, on fait la même chose, mais c'est une philosophie pour le client qui va être complètement différente. Excuse-moi, j'en sais pour la… C'est vraiment une manière de l'amener complètement en douceur. Attention, dernier point, hein, quand on dit que les prix ont pris 5% sur les 2 dernières années, on ne dit pas qu'ils vont prendre 5% dans les 2 années à suivre. Nous, on n'a pas de boule de cristal, on n'est pas Madame Irma. On sait vous parler du passé, on sait vous parler des indicateurs présents, l'avenir, up to you, hein, chacun prend ses décisions. Mais on fait avec des hypothèses qui vont être des hypothèses, je me répète, c'est le maître mot de ce webinaire, des éléments qui sont factuels et des éléments qui sont rationnels, surtout ça. Donc, si notre immobilier s'est revalorisé de 1%, dans 10 ans, il vaut 256 000 euros. J'ai un capital restant dû à la banque de 151 000 euros et avant revente, donc avant impôt sur la plus-value. Alors, pourquoi on joue ça, on joue ce point stop à 10 ans? Parce que 10 ans, c'est déjà long et qu'on ne sait pas ce qu'on fera dans 10 ans. Si les prix de l'immobilier ont pris 5% de l'an et c'est une hypothèse, on ne s'emmènera pas, on revend et on repart sur autre chose. Si les prix de l'immobilier, eux, ont plutôt stagné, eh bien à ce moment-là, peut-être qu'il va falloir le conserver, le logement, le basculer sur une fiscalité BIC, on n'en sait rien. Donc on fait un point stop à 10 ans et on se rend compte que notre gain brut est de 105 000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura placé 216 euros pendant 10 ans à un taux de 24%. Maintenant, estimons que notre immobilier ne s'est pas valorisé. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'immobilier, mais pourquoi pas? On l'a acheté à un prix, on le revend au même prix, ou en tout cas, on regarde ce qui se passe au même prix. Et bien, dans ce cadre-là, on aura 80 000 euros de gain brut, qui sera par définition un gain net, puisqu'il n'y aura pas d'impôt sur la plus-value à payer. Et bien, dans ce cadre-là, on aura placé 216 euros pendant 10 ans au taux de 19,92%. Alors, imaginons que Denis Colomb, c'est un vrai voleur et en plus, il est méchant, il le porte sur lui et qu'il vous vole. Divisez le rendement par 2, divisez-le par 3, hein, ce sera toujours rentable. Donc, dans tous les cas, on aura gagné beaucoup d'argent. Autre chose, on va pouvoir se poser la question du seuil de rentabilité. Dans cet exemple-là, on a épargné 25 000 euros. Eh bien, si je revends mon appartement à 212 000 euros, c'est-à-dire 19 000 euros de moins que mon prix de revient, eh bien, j'aurai atteint mon seuil de rentabilité. Ça veut dire que je n'aurai ni gagné ni perdu d'argent. Et là, je vous pose la question, Denis, je pose cette question, quel est le risque? Eh bien, pas grand-chose. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Donc, il va falloir, si tu penses qu'il n'y a pas beaucoup de risques, Denis, il va falloir que tu me valides ce concept. Exactement, exactement. Alors ça, c'est pareil, c'est une idée de Jancy que j'ai trouvé très sympa. Donc, je vais le mettre en situation. Et Jancy, cite-moi 5 bonnes raisons de ne pas faire. Donc là, juste avant, on se remet dans le concept. On lui a présenté son besoin et il nous a dit ce dont il avait besoin, ses objectifs. On a vu que l'immobilier, ce n'était pas idiot. Que le neuf, c'était plutôt pas mal. On a vu que la loi Pinel, ça pouvait être intéressant comparé à différents placements. On a validé. On a été chercher nos oui. Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Et là, on va poser à notre client en lui disant citez-moi 5 bonnes raisons de ne pas faire. Qu'est-ce qui peut faire aujourd'hui que ce que je vous ai présenté se passe mal? Ça va pas se louer parce que de toute façon, là, en ce moment, c'est hyper tendu. Les gens, ils n'en veulent pas et en plus, c'est super cher. J'ai regardé sur le Bon Coin, les écarts de prix, c'est absolument n'importe quoi. Et puis en plus, sincèrement, c'est pas bien placé. Alors, j'ai regardé, j'ai appelé mon cousin qui habite sur place et sur la zone dont vous m'avez parlé. Enfin, il y a eu des gens qui ont vraiment perdu énormément d'argent. Donc, c'est tout sauf une bonne affaire, en fait, la loi Pinel. Sur Internet aussi, je suppose. Loi Pinel a dit sur Google. Les forums, monsieur Maury. Les forums, j'étais sur Google, moi, monsieur. Et sur Google, il y avait quoi, je vous en prie, tapez-le. Loi Pinel, avis. Bon, ceci dit, vous tapez biberon, avis sur Google, vous aurez des avis négatifs aussi. Mais peu importe, faisons l'exercice pour savoir d'où ça vient. Et alors, on avait prévu de poser la question en préparant le webinaire. On s'est dit que ça serait un petit peu plus long de les voir arriver. Mais ces objections, c'est globalement toujours les mêmes.
un gros paquet d'objections différentes, le transport en commun, les commerces, l'école, le truc, le machin. Bon, globalement, ça va toujours tourner autour de 2 sujets. Quand on va reformuler, puisque c'est notre métier de reformuler, quand on va reformuler, ça va toujours tourner autour du fait que le logement doit trouver un locataire, et ça va tourner ensuite autour du fait que le logement se valorise. Ça se revend mal, c'est tout une question d'argent. Tout se vend, tout s'achète, c'est une question de prix. Donc, est-ce que ça se valorise? C'est pas une bonne affaire? Ah, c'est une question de rentabilité. C'est le rapport entre l'allocation et la valorisation. C'est le taux interne de rendement. On l'a traité. C'est trop cher? Ah, cette fois, on n'est pas à la sortie, on est à l'entrée. Donc, on est bien dans le ça se valorise. Si on achète très cher mais que ça se valorise fort, on s'en fout. Ce qui compte, c'est est-ce que c'est rentable pour vous, monsieur le client, en fonction de vos objectifs? C'est mal placé. Ah, là, je suis sur la notion de l'emplacement, pur et simple. Donc, est-ce que ça se loue? Est-ce que ça se valorise? Quels sont les critères rationnels et objectifs qui font qu'un logement va se louer et qu'un logement va se valoriser? En fait, tout revient systématiquement sur ces 2 questions, j'en sais. Est-ce que Toujours. ça se loue? Est-ce que ça se valorise? Peu importe ce que vous avez en objection, vous pourrez vous en apercevoir. C'est les 2 uniques réponses qui vont nous intéresser. Et évidemment, il faudra valider lors du R3. De définir en amont, parce que ça, on est en train d'anticiper le R3, de définir ensemble ce qui fait qu'un logement se loue, se valorise. Et ces éléments-là, c'est proximité bassin d'emploi, revenu moyen par ménage, taux de création d'entreprise. Pourquoi? Parce qu'on s'en fout de savoir si le logement, le niveau d'entreprise est là ou il est là. Ce qui compte, c'est de savoir si si le niveau est bas, si on est comme ça. Il vaut mieux être sur un niveau bas qui est comme ça qu'un niveau haut qui est comme ça. Les bassins miniers du nord de la France contre un pool de start-up ou Hyperloop qui vient s'installer pour créer son centre de recherche et développement européen. Donc, on doit être vraiment dans l'anticipation et on doit préparer le fait qu'on apportera un logement la fois d'après qui respectera ces critères de proximité bassin emploi, revenu moyen par ménage, taux de création d'entreprise, j'en passe, et des meilleurs. Très bien. Donc là, on a été chercher un oui sur le concept. Alors là, on va faire un magnifique retour en arrière. On va refaire la même chose que ce qu'on a fait en début de rendez-vous. C'est-à-dire qu'on va reprendre notre entonnoir, on va reprendre notre cycle et on va réexpliquer pour rassurer notre client. On s'est vu une première fois, voilà ce qu'on s'était dit. Alors là, on s'est aperçu que un support Pinel, un investissement Pinel, c'était plutôt pas déconnant et on a validé le fait qu'on allait avoir une proposition sur un Pinel. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a fait avant? Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire demain? Donc là, on va expliquer notre R3. Le R3, encore une fois, on va s'apercevoir que c'est quand même un espèce d'entonnoir aussi avec des chiffres, une proposition immobilière, une gestion, un contrat. Donc, on va quelque part, encore une fois, rassurer. Voilà comment ça va se passer. Dans un premier temps, on va éplucher tous les chiffres. Dans un deuxième temps, on va regarder la proposition immobilière que j'aurais réussi à vous sortir et on va valider ces 2 fameuses questions qu'on vient de se poser. Et derrière, on verra la gestion, comment on va s'occuper, comment va se passer la gestion de votre bien et les garanties qui vont derrière. Après 2 écoles, on peut être soit très doux. Moi, j'en avais parlé lors du R1, ça me tient vraiment à cœur. Moi, je parle du contrat. Moi, j'aime bien, ce n'est pas un mot tabou. Je leur dis que ce lot, il va falloir le réserver, poser une option dessus. Alors, il y a différentes façons de faire. Mais moi, je suis contre le tabou du contrat parce que, encore une fois, à partir du moment où vous avez osé le dire, voilà comment ça va se passer, on va tout vous présenter. Si tout va bien, à la fin, on posera une option sur ce bien en validant un contrat de réservation. Et après, j'explique évidemment ce qui se passe après le contrat de réservation. Et j'aime bien faire ça parce que, évidemment, à partir du moment où j'ai le oui derrière, je suis complètement serein et je peux arriver à mon R3 avec mon contrat de résa posé sur la table. C'est clair, c'est annoncé, c'est dit, donc il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Donc, voilà, on rassure quelque part, encore une fois. Attention à ne pas s'enflammer sur un bon R2. C'est hyper important parce que vous avez fait une belle démonstration et là, votre client, il est curieux, il veut savoir ce que vous avez à lui proposer. Ce n'est pas là qu'on le proposera. On le proposera la fois d'après et il faut être suffisamment fort pour dire non, ça, c'est vraiment pour la fois d'après. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est vraiment que vous ayez validé le fait qu'on va faire un placement de 200 €
par mois sur une loi Pinel. Oui, mais l'emplacement respectera les critères que nous avons évoqués ensemble. Et ça, je vous le présenterai sur le produit que je vous présenterai. Mais est-ce qu'on met, en considérant que toutes les règles sont respectées, 200 € par mois sur une loi Pinel? C'est excessivement important de savoir obtenir le oui là, parce que si vous arrivez la fois d'après avec un lot, mais vous n'avez pas validé le fait de mettre 200 balles par mois sur un Pinel, eh bien, vous pouvez arriver avec le plus beau lot du monde. Si le client ne veut pas mettre 200 € par mois, ben, il ne mettra pas 200 € par mois. Exactement. Encore une fois, ça dépend vraiment de qui vous avez en face de vous. Un intentionniste, on va en parler juste à la fin, évidemment, on peut le closer beaucoup plus facilement que quelqu'un qui était assez neutre à la base. Donc, la clé, c'est sur un closing, on ne peut pas, quelqu'un d'assez, pas réfractaire, mais un peu timide, curieux, mais il ne sait pas trop, évidemment, on va y mettre un peu plus les formes. Il faut savoir s'adapter clairement à la personne qu'on a en face de nous. Mais si on a quelqu'un dans la plaque, motivé, qui a envie, pour moi, il ne faut pas trop hésiter à employer des mots qui ne sont pas tabous. Parce qu'il faut signer. À un moment donné, il faut passer à l'étape d'après. Exactement. Est-ce que nous avons des questions? Juste avant les questions, j'en sais, je finis sur ce côté intentionniste. J'en ai vraiment pas pour longtemps. On a beaucoup discuté de ça avec Jean-Sébastien quand on l'a fait, parce que c'est quelque part là l'exercice auquel on s'est livré avec ce prospect un peu vierge qui avait des objectifs mais sans trop savoir. C'est quelque part un métier que je connais très peu, très mal, pour pas dire presque pas du tout. C'est-à-dire, enfin non, j'exagère un petit peu. Mais moi, j'ai l'habitude vraiment de traiter que du prospect intentionniste. Alors, on a une trame qui se ressemble, où c'est même très enrichissant parce qu'il y a pas mal d'éléments où je me dis, bah ouais, c'est vrai que parler des retraites, c'est pas mal. Mais c'est sûr, on ne traite pas quelqu'un qui va nous dire, moi, les types de prospects qu'on peut avoir, on va avoir quelqu'un qui va nous dire, ouais, bah, écoutez, je paye 8 000 € d'impôts, je veux investir en loi Pinel sur l'île. Ou j'en ai marre de payer mes impôts, peut-être moins focus immobilier, mais qui va être soit focus impôt, soit focus directement immobilier. Ce n'est pas le même R2. On peut rejoindre certaines choses. D'ailleurs, je suis à peu près sûr que ça peut être super intéressant de refaire un R2 Pinel sur ce type de personnes, parce qu'on s'est posé la question avec Jean-Sébastien, on s'est dit, mais est-ce que notre auditoire a plutôt l'habitude de traiter du prospect un petit peu vierge qui va rencontrer avec simplement des objectifs, ou plus sur de l'intentionniste? Alors, moi, je pense que je suis vraiment déformé par rapport à ça parce qu'on ne traite que de l'intentionniste sur Optissimo. Mais Jean-Sébastien me disait, je pense que beaucoup plus vont traiter ce type de prospect-là, ce qui fait qu'on a préféré vous faire part de cette présentation. Surtout que l'un n'empêche pas l'autre. Et clairement, si on est sur un vrai intentionniste, sur un vrai lead entrant, eh bien, là, on a présenté une armoire complète avec plein de tiroirs. Il suffira juste d'en enlever. Et je pense que dans ce qu'on a pu vous présenter aujourd'hui, il vous suffit peut-être de prendre un slide ou deux ou trois et pas forcément tout, et l'intégrer dans votre méthodologie à vous. Ce qui est important, c'est surtout vraiment cette ligne directrice, ce qu'on disait sur le premier webinaire en R1. Il y a des éléments qui sont incontournables. Se présenter, c'est incontournable. Expliquer notre ligne de temps, c'est complètement incontournable. Résumer à la fin de l'entretien, c'est incontournable. Valider les étapes une à une, c'est incontournable. Tout le reste, c'est un peu up to you, et c'est plus du partage d'expérience qu'autre chose. Je réponds juste à une question rapide et simple. Oui, les simulations étaient faites sur 25 ans, mais à gauche comme à droite. Des questions? Comment peut-on récupérer vos slides qui sont très bien? Mais on les mettra, Denis sur sa chaîne YouTube, moi sur la mienne. Donc, le webinaire sera complètement possible en réécoute. Guillaume, j'ai des collègues qui souhaitent entrer mais sont bloqués. Je suis désolé, je n'avais pas vu la question. Peut-on faire taire le chien? Alors, j'ai essayé. Vous avez vu que je me suis levé à un moment donné. Et
Il est jeune, hein, il a 7 mois et il n'a pas encore compris qu'il ne fallait pas gueuler toutes les 2 secondes. Et il est aussi hargneux que son maître? Complètement. Non, très bien. Si l'État a besoin, comment se fait-il que les banques ne suivent plus les financements de l'investissement? Alors, c'est une bonne question, Jean-Marc, et je pense que la réponse n'est pas là. C'est aujourd'hui, je pense que, c'est mon avis, hein, mais je pense que les banques ont prêté beaucoup d'argent, qu'il y a quand même des PGE en place où on a quand même pas mal de boîtes qui peuvent se retrouver en difficulté. Et je pense qu'on a une situation aujourd'hui qui est instable pour les banques, en tout cas, qui ont peur. Et du coup, en effet, ils ont un peu resserré les cordons de la bourse. On vit une période délicate sur les financements, on le sait tous. Et on fait un petit peu de l'artisanat. On fait un petit peu de l'artisanat. Le courtier a plus forcément la main. Le courtier ne gagne plus forcément de l'argent de la banque. Donc, c'est compliqué. Il faut passer par la banque du client, aller voir une banque, faire du copinage, maquiller un peu, discuter, négocier. On vit une période. Moi, ça fait 12 ans que je suis dans ce métier. C'est la première fois qu'au niveau bancaire, je trouve ça aussi compliqué. Donc, vous avez raison. Mais je pense en effet, plutôt à l'inverse de vous d'ailleurs, ça peut nous sauver. Je pense que l'État a ce besoin de construction, ce besoin d'avancer. Et je pense que l'État peut taper du poing sur la table et dire aux banques, maintenant, on arrête les conneries et les cordons, on les dessert. Donc, je le Je vais souhaite. apporter une petite nuance sur ce que tu dis. En 2019, parce que alors, le crédit, c'est un métier que je connais bien, je l'ai pratiqué pendant 10 ans. euh, et tout au long de ma carrière, j'ai toujours entendu dire que les banques étaient méchantes et qu'elles ne prêtaient pas d'argent. Je suis d'accord, hein, je ne veux pas minimiser, en ce moment c'est tendu, on est tous d'accord. Mais quand même, en 2019, on prête 250 milliards d'euros de crédit, c'est en augmentation de 20% par rapport à 2018. Alors oui, c'est plus dur, mais ça veut dire qu'il faut aussi savoir s'adapter. Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui de ne pas avoir un dossier complet déposé dans les temps et très rapidement. Votre conseiller bancaire, il est payé à shooter du dossier. Donc le premier truc qu'il va faire en ouvrant le dossier, ça va être de regarder la date de naissance et le nom du client pour le passer en FCC et en FIBEN pour voir s'il ne peut pas être interdit. Pareil pour l'employeur. Donc ça veut dire qu'il va falloir leur ramener tous les éléments de rassurance. Et oui, effectivement, c'est compliqué avec les courtiers. Donc, ça veut dire quoi? Prenez votre client par la main et emmenez-le à la banque parce que la banque va essayer de péter votre dossier en proposant elle-même le produit. Nous, ce qu'on a fait chez LP, on a mis en place une prime de rapidité pour l'investisseur. C'est-à-dire que si le dossier est acté en moins de X jours, il y a droit à de l'argent. Ben, c'est pour vraiment l'aider à vous donner le dossier complet. Encore une fois, si votre dossier est déposé après 45 jours, vous perdez toute probabilité de passer à l'acte. C'est vraiment, vraiment, vraiment hyper important. C'est sûr. Et donc, votre conseiller, c'est pas qu'il veut vous voler le dossier, c'est qu'il est en concurrence avec vous, le dossier, le conseiller bancaire. C'est un concurrent. Et donc, en revanche, c'est un concurrent qui est assez facile à shooter. Il faut juste être bien avec son client, lui dire qu'on va l'accompagner, voire aller en rendez-vous avec la banque, quoi, tout simplement. Hmm. C'est Il y a sûr. beaucoup On a de... une réflexion, il n'y a plus de financement sur 25. Si on en passe, AXA Bank s'est remis à le faire pour info. Alors, ils ne rémunèrent pas, hein, mais ils le font. C'est comme quand on entend pas mal de courtiers qui nous disent non, non, mais on ne peut plus. Oui, on ne peut plus. Je comprends le courtier. Hein. Si la banque ne le rémunère plus, il n'a pas forcément envie d'orienter ses dossiers sur telle ou telle banque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut passer en direct. Alors, c'est sûr qu'AXA Bank ne rémunère plus, mais en tout cas, le 25 ans, ils continuent à le faire. Vous ne toucherez pas d'argent dessus, mais ils peuvent le faire. De domiciliation, pour info, mais ils peuvent le faire. Guillaume qui nous dit attention aux objections sur les efforts mensuels qui sont à 9 ans sur le 9. Guillaume, tu as complètement raison, mais c'est important de le présenter, bien évidemment. Pourquoi est-ce qu'on a fait notre simulation sur 20 ans? Pourquoi est-ce qu'on tient compte d'une revente au bout de 9 ans? On n'a pas l'objection, on l'explique et qu'on le présente bien. Bien sûr, dans notre démonstration, on n'a pas dit, attention, à aucun moment vous m'avez entendu dire je revends à 9 ans ou je fais autre chose. Je dis juste que je regarde ce qui se passe pendant 10 ans et dans tous les cas, dans 10 ans, il faudra que je fasse un arbitrage. Cet arbitrage, il sera très simple. Soit je continue sur 3 ans de plus à 12 ans et pourquoi pas, c'est peut-être le plus facile par ailleurs. Soit je revends, mais comment s'est comporté le marché? Est-ce que les prix de l'immobilier ont explosé, ont baissé, ont diminué? J'en sais rien. Le marché, sur le long terme, l'immobilier, ça n'a jamais trop baissé hein, quand même.
Soit je peux basculer sur une fiscalité BIC en mettant des meubles dans l'appartement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que mes possibilités d'évolution, elles sont énormes. Mais quel est le produit qui vous apporte une sécurité sur une durée aussi longue que 10 ans? Vous avez une stabilité qui est incroyable. Alors après, moi, sur 30 ans, je ne sais pas gérer. Ça, très honnêtement, je ne sais pas gérer. Mais votre courtier en assurance vie, il ne sait pas gérer non plus. Il fait des arbitrages 2 ou 3 fois par an sur le support. Eh ben, nous, c'est pareil. Sauf que nous, on dit que l'arbitrage, on le fera au bout de 10 ans. Donc oui, c'est tout à fait vrai. C'est un point stop à 9 ans. Mais dans 9 ans, encore une fois, il y aura eu de l'inflation, de l'augmentation de salaire, des loyers qui auront augmenté, il s'en sera passé un paquet de choses. Donc on peut pas aller trop loin sur les durées, je trouve. C'est sûr. Jean-Marc, il dit les conseillers bancaires cherchent à nous voler nos ventes. Bon, ça, évidemment, aujourd'hui, je pense qu'il ne faut plus laisser son client aller tout seul à la banque. C'est quelque part un peu du suicide. C'est du suicide. Vous allez perdre un dossier sur 2. Parce que dites-vous bien une chose, c'est que le banquier part avec une longueur d'avance. Et cette longueur d'avance, c'est quoi? C'est la confiance. Donc, on fait certainement mieux notre métier que lui. C'est ce que je dis, c'est souvent pas des banquiers, c'est des employés de banque, ce qui est un petit peu différent. Des vrais banquiers aujourd'hui, ça n'existe presque plus. Ils vont vendre une assurance le matin, un téléphone l'après-midi et un Pinel le soir. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais c'est nos vrais concurrents. Et en effet, laisser son client aller tout seul à la banque, c'est très risqué aujourd'hui. C'est des vrais concurrents. On repose la question, le webinar, où le trouver? Sur nos chaînes YouTube, vous tapez Jean-Sébastien Maury YouTube, vous allez le trouver. Et pour Otari, vous tapez Otari YouTube, vous allez le trouver aussi. Exactement. Comment disposer de pépites, tout petit programme très bien placé avec des appartements bien orientés? Les plateformes ont tendance à proposer. Vous appelez mes responsables commerciaux hein, sur LP Promotion, à Toulouse, à Paris, à Bordeaux, là où vous voulez. Ah bah là, je suis obligé de me faire un peu de pub, j'en sais, je suis désolé. Alors, comment trouver des petites Ça va pépites? couper, Denis, ça va couper. Otari, évidemment. Alors, comme vous le dites, il y a des gros, mais on a également des petits. On a beaucoup de petits. On a aujourd'hui une soixantaine de promoteurs. On en rentre un peu plus. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on rentre des petits. On vient de rentrer HSMG, qui est un tout petit promoteur dans le sud-ouest. On a rentré également un tout petit promoteur lyonnais qui va faire ses 2-3 programmes. Donc aujourd'hui, nous, c'est le souci technique, réussir à nous câbler à eux parce qu'on ne veut que soit du temps réel, soit de la mise à jour toutes les 2 heures parce que aussi le problématique de ce type de plateforme, c'est que c'est jamais à jour. Nous, on a voulu vraiment avoir des stocks à jour à 100% et on a un taux d'option validé de 97%, ce qui est plutôt sympa. Donc oui, en effet, trouver les petites pépites, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, il vaut mieux aller regarder les petites pépites dans un stock de 20 000 lots. Vous en trouverez forcément qu'en ayant 1, 2, 3 ou 4 promoteurs. Et en effet, chez LP Promotion, des petites pépites, il y en a beaucoup et c'est très bien. Oh là là. Kamel nous dit, et la fiscalité supplémentaire sur les revenus locatifs, on n'en parle pas. On en a parlé. C'est pour ça que vous aviez sur l'ancien comme sur le neuf un effort d'épargne avant fiscalité et un effort d'épargne après fiscalité, dans lequel on a bien précisé qu'on avait ajouté la CSG et l'impôt sur le revenu en simulant un client avec une tranche marginale d'imposition de 30% et un crédit sur 25 ans. Alors, on nous parle du R3. Ben, le R3, on ne l'a pas fait hein, pour l'instant, mais en tout cas, si on en a la demande, eh bien évidemment, on essaiera de vous faire une petite présentation sur le R3, comme ça on aura bien balayé le R3. Et sur ce volet intentionniste, on verra. Je pourrais facilement, alors j'en sais, tu peux le faire avec moi, de grand plaisir, c'est comment bien traiter un lead du début jusqu'à la fin, comment on le traite, comment on l'appelle, comment on se bat face aux concurrents et comment on fait un bon R1 sur du lead, un bon R2 sur du lead. Il n'y a pas de souci. Si ça intéresse, on peut se livrer à ce jeu-là avec grand plaisir. Est-ce que je peux avoir Laurent, un code démo tarif, envoyez-moi un petit message sur mon LinkedIn. Je pense qu'on est à peu près bon au niveau des questions.
On a à peu près géré notre timing. On voulait 1 heure de présentation, 15 minutes de questions. On les a eues. Donc, on est ravis d'avoir pu discuter, échanger, partager nos convictions sur ces sujets-là. Et on se voit très, très vite pour un R3. Super. Merci à tous et merci pour vos compliments. Ça fait plaisir.